Donc là, c'est Monsieur C, 60 ans, qui est hospitalisé en urgence dans votre service pour récidive d'une sigmoïdite diverticulaire. Après stabilisation de son état, vous décidez de lui proposer une prise en charge chirurgicale de sa maladie. Question 1. On vous demande quelle information devez-vous délivrer à Monsieur C préalablement à l'opération. Donc, les questions sur l'information, c'est extrêmement redondant dans tous les dossiers d'internat. Hein. C'est un sujet à la mode, à la fois et en même temps très important. Donc là, il faut bien que vous reteniez que l'information du patient, ce n'est pas une option, quelque chose qu'on peut faire si on a le temps à la fin de la consultation. Hein. C'est vraiment un devoir pour le médecin. Le médecin aujourd'hui a vraiment le devoir d'informer son patient des risques de la prise en charge, des bénéfices attendus, donc des risques possibles, des alternatives qu'on pourrait proposer, etc. En sachant que s'il y a litige, ça va être au médecin de démontrer qu'il a bien informé le patient. D'accord ? Ce n'est pas au patient de démontrer qu'il a bien été informé, au contraire, c'est au médecin de prouver que l'information a été donnée. Donc c'est une information qui doit être claire, complète, loyale, et qui doit s'adapter en fait au patient, à ses capacités de compréhension, aux questions qu'il va poser. L'objectif essentiel, c'est d'obtenir un consentement libre et éclairé du patient aux soins qu'on va lui proposer. Donc consentement libre et éclairé, on y pense souvent pour tout ce qui va être recherche clinique, hein, tous les essais cliniques, et aussi pour les sérologies VIH. C'est souvent les deux questions où on met en gros consentement du patient. En pratique, pour tout examen, pour tout soin, pour tout traitement, le consentement du patient est quelque chose d'indispensable et donc qui fait suite en fait à une information complète de ce patient. Donc là, dans le cas présent, sur quoi va-t-on l'informer ? On va l'informer sur le diagnostic posé, sigmoïdite diverticulaire, sur les examens à réaliser préalablement à la chirurgie. Est-ce qu'il va devoir faire un scanner, une coloscopie ou des choses comme ça, une prise de sang ? Le traitement proposé, donc la chirurgie, les bénéfices espérés, les risques potentiels. Donc ça, il y a tous les risques par exemple liés à l'anesthésie dont il faut informer le patient. D'accord ? Les complications de décubitus, s'il fait une phlébite quand il est immobilisé après l'anesthésie par exemple. Les infections, les complications diverses et variées de l'anesthésie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On me demande par ailleurs s'il faut une preuve écrite que le patient a bien été informé. La réponse est oui. Il faut que le médecin consigne dans le dossier médical qu'il a réellement fait l'information du patient. Et pour que les choses soient claires, en fait, l'information du patient doit se faire à l'oral, mais aussi à l'écrit. Donc, souvent, c'est sous la forme, vous l'avez peut-être déjà vu dans les services, mais c'est sous la forme en fait, de feuilles d'information que le patient doit lire et signer avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Les avantages, c'est qu'on est sûr que c'est complet parce que c'est dactylographié, on l'a vérifié 3 fois, donc c'est vraiment bien. Par contre, j'avais vu des feuilles d'information pour une coronarographie, par exemple. La feuille sur les risques potentiels faisait 3 pages. Il y a plein de patients qui ne voulaient plus signer, d'accord, parce qu'on leur montrait tous les risques, le décès, l'allergie à l'iode, le choc anaphylactique. Bon. Voilà. C'est toujours le débat concernant l'information. À la fois, il faut informer de tout, c'est un devoir qu'on a auprès du patient. D'un autre côté, il y a un moment où trop d'informations tue un peu l'information aussi quelque part si on cite toutes les complications possibles. Bon. Là, je n'ai pas la réponse, je laisse à votre appréciation personnelle. Donc, question 2. On vous demande s'il existe des cas où le médecin est dispensé de son devoir d'information. Si oui, lesquels ? Donc là, quand on vous demande des réponses, il faut répondre par oui ou par non. N'oubliez pas de mettre oui ou non, parce que souvent, ça vaut des points. Et dans certains dossiers, ça vaut même 0, d'accord ? Si vous ne le mettez pas. Donc là, est-ce que le médecin peut être dispensé de son devoir d'information parfois ? La réponse est clairement oui, d'accord ? Il y a certains cas qui ont été prévus par la loi où le médecin peut ne pas prévenir le patient de tout ce qu'il va lui faire. Par exemple, les urgences vitales. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on ne va pas essayer de lui expliquer qu'on va lui faire un massage cardiaque, etc. Ça ne vaut pas la peine. De même, l'impossibilité d'informer le malade à cause de son état, par exemple le coma. Dans ce cas-là, par contre, il est nécessaire que le médecin prévienne la famille. Donc, la personne de confiance, si une personne a été désignée,
ou la famille qui est présente. Si le patient refuse d'être informé, ce qui peut arriver, là par contre c'est vraiment quelque chose qu'il faut consigner, parce que d'un point de vue médico-légal, s'il y a le moins de soucis après, il faut vraiment que vous notiez que c'est un refus du patient d'avoir accès à l'information que vous lui proposiez. Par ailleurs, il faut se souvenir que le code de déontologie prévoit que le médecin en fait, peut tenir le patient dans l'ignorance en fait, d'un diagnostic ou d'un pronostic grave dans l'intérêt du patient. Alors, ça c'est toujours un petit peu aussi litigieux parce que comment est-ce que le médecin va déterminer si il informe ce patient-là, s'il ne l'informe pas? En pratique, si le médecin estime qu'il n'informe pas cette personne-là du pronostic grave, il doit informer par contre la personne de confiance et ou la famille, selon les circonstances. Et par ailleurs, ça c'est pas possible de cacher cette information au malade s'il s'agit d'une pathologie contagieuse, comme le VIH. D'accord ? Le VIH, on ne peut pas se dire c'est une maladie trop grave pour que je le dise à mon patient. Il faut absolument prévenir le patient parce qu'il y a un risque pour sa santé, bien sûr, mais également le risque qu'il contamine d'autres personnes s'il ne le sait pas. D'accord ? Donc ça, c'est l'article 35 du Code de déontologie. Donc là, Monsieur C, on l'a informé, on l'opère, chirurgie pour sa stigmoïdite diverticulaire. Et donc là, après son opération, il a plusieurs complications. Donc, il finit malgré tout par rentrer chez lui. Et donc là, il demande son dossier médical. Donc, question 3, que lui répondez-vous et quelle est la procédure à suivre pour cela? Donc là, bien évidemment, vous ne pouvez pas refuser cette demande d'accès au dossier médical. Vous n'avez pas le choix, c'est quelque chose d'obligatoire dans les droits du patient maintenant. L'accès médical l'accès au dossier médical en fait vraiment partie. Donc, comment fait-on? En pratique, c'est Monsieur C, là, le patient, qui doit envoyer un courrier au directeur de l'hôpital, si c'était à l'hôpital, ou bien directement au médecin, si c'est un médecin travaillant en libéral, ou en clinique, parce que c'est souvent des médecins libéraux aussi. Donc, le destinataire de la demande, donc soit le médecin, soit le directeur, doit vérifier à ce moment-là l'identité de la personne qui fait la demande. Il ne s'agit pas que n'importe qui demande le dossier de n'importe qui. Et donc, à ce moment-là, il faut que le dossier soit communiqué au patient entre 2 et 8 jours suivant la demande du patient. Pourquoi 2 jours? Parce qu'on considère qu'il est nécessaire d'avoir un délai de réflexion de 48 heures, pendant lequel en fait, le patient peut se rétracter et finalement décider de ne plus avoir accès à son dossier médical. Donc, dans la semaine, il faut que le patient ait accès au dossier médical qu'il a demandé. En sachant que pour les dossiers qui datent de plus de 5 ans, comme ils sont souvent rangés aux archives sous des tas poussiéreux de tas de choses, ce délai peut être porté à 2 mois. Donc 8 jours dans la majorité des cas, si plus de 5 ans, 2 mois. Donc une fois que le patient a récupéré son dossier, 2 possibilités. Il peut soit consulter le dossier sur place, le regarder, et voilà, soit demander à ce que des copies lui soient envoyées à son domicile, auquel cas les copies vont être facturées. Donc ça peut paraître un peu trivial comme remarque, mais c'est souvent coté en fait dans les questions d'internat. Donc bon, essayez d'y penser. En sachant que quand on demande là, comme ça à ce qu'un dossier médical soit communiqué, on peut proposer au patient l'accompagnement par un médecin. Souvent, par exemple, on peut conseiller au patient de regarder le dossier médical avec son médecin généraliste, par exemple, qui va pouvoir ainsi lui expliquer les termes techniques qu'il pourrait ne pas comprendre ou les choses un peu trop médicales. Donc, question 4. Quelles sont les caractéristiques du secret médical? À qui et à quoi s'applique-t-il? Donc, ce qu'il faut retenir sur le secret médical, c'est qu'il n'est pas opposable au patient. D'accord? Secret médical, ça ne veut pas dire secret pour le patient. Le patient, justement, c'est la personne que vous devez prévenir et à qui vous devez délivrer l'information, comme on l'a vu. Donc, il n'est pas opposable au patient, pas plus qu'aux représentants légaux des mineurs et des majeurs protégés, donc des parents et des curateurs et tuteurs des personnes sous curatelle ou tutelle. Par ailleurs, rien ne peut délivrer le médecin du secret, ni le patient, ni la mort du patient. Si un patient dit au médecin « j'ose pas le dire à ma femme que je suis séropositif pour le VIH, je veux que ce soit vous qui lui en parliez »,
Le médecin n'a pas le droit de faire ça. D'accord ? Le patient ne peut pas délivrer le médecin du secret médical. De même que la mort du patient ne délivre pas non plus le médecin du secret médical. C'est pour ça que le médecin de François Mitterrand a été poursuivi, parce qu'une fois François Mitterrand mort, il a sorti tout un livre où il expliquait en détail toutes les pathologies dont il avait souffert. D'accord ? Ça, c'est pas possible non plus. Enfin, c'est du secret médical, c'est quelque chose de protégé et de privé qui appartient à la personne, même si elle est décédée. Quand le patient est décédé, les seules informations que le médecin peut fournir, c'est des informations médicales qui vont pouvoir servir d'aide en fait aux ayants droit et à la famille du patient. En fait, donc, en pratique, ça va être toutes les informations qui vont aider par exemple les familles à faire valoir leurs droits ou à rétablir la mémoire du défunt, par exemple s'il a été calomnié. Donc, en pratique, les informations qui sont concernées par le secret, ça va être les informations qui sont d'ordre purement médical. Donc, c'est tout ce qui est résultats d'examen, les résultats d'imagerie, les traitements suivis. Donc, tout ce qui touche vraiment à la sphère médicale, mais aussi toutes les informations relatives à la vie privée. Donc, vous savez, dans le serment d'Hippocrate, il y a une partie qui dit qu'il faut non seulement cacher, quand on va dans une famille, ce pourquoi on a été appelé, mais aussi ce qu'on a vu, entendu ou compris dans l'exercice de nos fonctions. Donc là, le secret médical s'applique aussi à toutes les informations relatives à la vie privée, les revenus du patient, les informations sur sa famille, les anecdotes sur lui, etc. Donc ce secret médical, il va s'imposer à tous les professionnels de santé, ainsi qu'à toutes les personnes non professionnelles de santé, mais qui interviennent dans le champ de la santé. Donc en pratique, ça va être les médecins, tous les paramédicaux, infirmières, kinés, les aides-soignants, mais aussi tous les non-soignants comme les secrétaires médicales, par exemple. Elles sont vraiment, elles aussi, concernées par le secret médical. Voilà. Enfin, c'est vraiment l'essentiel. En sachant que quand on ne respecte pas ce secret médical, il y a vraiment un risque pour le médecin qui ne l'a pas respecté, qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Le secret médical peut être partagé au sein de l'équipe. Ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une rupture du secret médical si le patient dit quelque chose, par exemple à l'interne dans le service, et que l'interne va le répéter au PH pour améliorer la prise en charge. Ça, c'est du secret médical partagé. Donc là, on me demande, les assurances en fait demandent parfois des informations sur leurs assurés aux médecins. Est-ce qu'on doit leur répondre ou est-ce que le secret médical s'exerce dans ce cas ? En pratique, la réponse est bien sûr que le secret médical s'exerce complètement dans ce cas. Le médecin n'a pas à répondre aux assurances, aux avocats. C'est fréquent qu'on en ait qui appellent dans les services. Avant, c'était plutôt aux États-Unis qu'on voyait ça. Maintenant, en France, ça arrive, les avocats ou les mutuelles qui téléphonent dans le service. On n'a pas le droit de répondre. On peut, le maximum qu'on puisse faire, c'est informer le patient que l'avocat ou la mutuelle a téléphoné et lui dira ce qu'il souhaite dire. D'accord ? Mais rien ne peut relever en fait, le médecin du secret médical. C'est vraiment ce qu'on a vu. Donc, pour finir sur le secret médical, je vous demandais de citer 3 cas de dérogation obligatoire au secret médical. Donc, il y en a évidemment bien plus de 3. Donc, vous pouvez citer ceux que vous voulez. Parmi les entorses entre guillemets, obligatoires au secret médical, il y a tout ce qui va être certificat de naissance, certificat de décès. Pas de secret médical pour le décès ou pour les naissances. Tout ce qui est certificat de vaccination obligatoire, dont qu'on peut avoir besoin de montrer quand on travaille ou pour être scolarisé. Et tout ce qui va être, par exemple, en psychiatrie, les hospitalisations d'office, les hospitalisations sous demande d'un tiers, par exemple. En sachant que pour les HO et les HDT, souvent, on met plutôt des listes de symptômes que le patient présente sans réel diagnostic, parce qu'on sait que ça va être lu par pas mal de monde. Donc, question 6. Monsieur C, opéré, compliqué, a récupéré son dossier médical. Il finit par décéder. Et là, ses ayants droit vous demandent d'avoir accès à son dossier médical. Ma question, c'est que répondez-vous ? Donc là, on se base sur un article du Code de la santé publique, dont j'ai déjà parlé un tout petit peu précédemment, qui dit qu'en fait, on peut délivrer en fait, le secret médical à la famille, aux ayants droit du patient, seulement dans certains cas bien particuliers. Déjà, seulement si c'est vraiment les ayants droit
du patient, donc de la famille très proche. Ça ne peut pas être la cousine issue de germaine qui se pose des questions. Et seulement dans le cas où c'est nécessaire pour connaître les causes de la mort, pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits. Toujours, et ça il faut bien le retenir, sous réserve que la personne décédée n'ait pas fait mention du contraire quand elle était encore vivante. D'accord ? Si la personne, avant qu'elle décède, dit « je ne veux pas que ma famille sache de quoi je suis mort », on ne peut pas leur communiquer ça, même s'ils en ont besoin pour faire valoir leurs droits, par exemple. D'accord ? Ça, c'est fréquent dans des pathologies, par exemple, dont les gens vont avoir honte, comme le VIH. C'est assez fréquent que les patients sur la ligne de mort nous disent « mais je ne veux pas que ma famille sache que je suis mort du sida ». D'accord ? Donc là, vous n'avez pas le droit de passer outre la volonté du patient. Donc pour conclure sur ce dossier, c'était un dossier très santé publique sur l'information, le secret médical. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'information, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus si on a le temps, c'est quelque chose qui doit être systématique, qui doit être extrêmement bien consigné dans les dossiers d'un point de vue médico-légal, afin que ce soit clair pour tout le monde, pour le médecin et pour le patient, que l'information a été donnée comme il fallait. Une information à l'écrit est toujours préférable parce que c'est une preuve. L'objectif de l'information, c'est que le consentement du patient soit libre et bien éclairé. En conclusion sur ce dossier, très santé publique, sur l'information, le secret médical, ce qu'il faut retenir concernant l'information, c'est que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Ce n'est pas quelque chose qu'on va donner si on a le temps à la fin de la consultation, il faut vraiment y penser. Il faut idéalement que cette information soit donnée à l'écrit, afin qu'on puisse apporter en tant que médecin la preuve que l'information a bien été donnée au patient. En plus, l'information à l'écrit, c'est bien aussi pour le patient parce qu'il pourra s'y reporter par la suite si nécessaire. Donc, l'objectif de cette information, c'est de pouvoir donner en fait, au patient la possibilité d'un consentement libre et bien éclairé, qu'il puisse choisir en fait, en toute connaissance de cause d'accepter ou non le traitement qu'on lui propose. Donc voilà pour l'information. Concernant le secret médical, il faut retenir qu'il n'est pas opposable au patient, bien sûr, et que rien ne peut délivrer le médecin du secret médical, ni que le patient demande au médecin de révéler le secret médical, ni le décès du patient. Le secret médical, le médecin doit vraiment le protéger et le préserver, ne pas le divulguer, quelles que soient les circonstances, hormis dans le cas du décès de la personne et des ayants droit qui s'interrogent, si ça leur permet de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits, par exemple à des indemnisations, à des rentes, ou pour réhabiliter la mémoire du défunt, sous réserve que la personne n'ait pas exprimé le contraire lorsqu'elle était encore vivante. Donc ça, je ne pense pas qu'à l'internat, vous puissiez avoir un dossier entier sur secret médical et information médicale. Par contre, ce sont des sujets extrêmement transversaux qu'il est tout à fait possible d'inclure en 7e ou 8e question à la fin d'un dossier de n'importe quelle matière. Monsieur Machin vous demande l'accès à son dossier médical. Que répondez-vous? Quelle est la procédure? Bon, voilà. Donc, travaillez bien quand même ces notions, retenez bien la procédure aussi pour demander le secret médical, que quand on est à l'hôpital, on ne demande pas directement au médecin, mais on écrit au directeur de l'hôpital. Retenez aussi l'histoire des 48 heures de délai de réflexion. Bon, retenez des choses comme ça globales que vous puissiez recaser en fait dans les dossiers où vous pourriez en avoir besoin.